Hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Comme tous les mardis après-midi dans le Grand Journal, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sortira en kiosque demain. On peut avoir une idée de la une ? Ou c'est trop tôt encore ? Non, je peux vous le dire, on va plutôt s'interroger sur les interrogations, les grandes interrogations stratégiques, politiques qui parcourent la société israélienne en cette fête de Yom Ha'atzmaut. Ce sera donc demain en kiosque. Alexis, d'abord votre commentaire à ces déclarations sur Radio J ce matin d'Eric Ciotti. Une prise de parole qui a suscité beaucoup de réactions et de critiques à gauche. J'en cite au moins une, celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste sur le réseau social X. On peut aussi dissoudre la démocratie et instaurer le parti unique. Alexis Lacroix. Si vous voulez, il faut écouter la séquence. Là, vous venez de la passer, on voit les images, on voit d'ailleurs la stupeur de notre ami, l'intervieweur Christophe Barbier. Pourquoi ? Car évidemment, sur le fond, on ne peut être qu'en plein accord avec le constat que dresse Eric Ciotti du caractère fétide, néfaste, aujourd'hui polluant de tout point de vue, polluant de la qualité du débat de la France Insoumise dans l'espace public. Plein de choses qui ont été dites, je les redis, mais depuis un mois, c'est absolument évident. Il y a une bordélisation perverse de l'espace public. On l'a vu notamment rue Saint-Guillaume avec cette espèce de happening antisémite déguisé en antisionisme des étudiants. Et on le voit très régulièrement dans les prises de position des hiérarques de LFI qui rivalisent d'ingéniosité perverse pour disculper d'une manière ou d'une autre les faits et gestes du Hamas. Donc tout ça est absolument vrai. Maintenant, je suis désolé de dire au médecin Ciotti qu'il n'a pas la bonne thérapie. Il a même il a une thérapie qui est même, si vous voulez, à mon avis, anticonstitutionnelle. Pourquoi ? Jusqu'à maintenant, d'ailleurs Christophe Barbier le lui fait remarquer, il connaît l'histoire politique encore mieux que moi. Jusqu'à maintenant, ça n'a été fait qu'exceptionnellement dans l'histoire des républiques françaises. Et ce ne pourrait d'ailleurs avoir de sens que s'il y avait des passages à l'acte violents, si on était en face de Ligue des années 30. Or, je suis désolé, la France insoumise que je suis loin de défendre doit être combattue et d'abord et avant tout sur le terrain des idées, de la confrontation du débat public. Donc pratiquement, c'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Il le sait d'ailleurs, à mon avis, très bien, car c'est un homme politique tout à fait, si vous voulez, avisé, qui a de l'expérience. En revanche, politiquement, c'est une erreur, selon vous ? Non, pas du tout. Il le fait dans le cadre de la compétition politique dont nous parlions récemment. Il fait son bel ami. Vous voyez, c'est-à-dire qu'après François-Xavier Bellamy, leur candidat, qui a eu une prise d'opposition très forte contre les blocages des universités et notamment contre la dérive antisémite d'une partie des étudiants de Sciences Po, il veut marquer le débat. Mais il sait très bien, que ça ne se fera pas et que quand bien même certains l'envisageraient, de toute façon, c'est une mesure qui serait en réalité, je suis désolé de le dire comme ça, parfaitement liberticide. Il sait très bien que LFI doit se combattre, mais vraiment pied à pied, de la manière la plus dure, la plus âpre, sur le terrain des idées, mais certainement pas en invoquant une interdiction. Et donc, effectivement, il le sait très bien. En revanche, effectivement, comme c'est un responsable public, il a l'art du buzz et on est aujourd'hui, malheureusement, dans une communication politique un peu appauvrie, qui est réduite, si vous voulez, à ses coups d'éclat. Et donc, il savait très bien, évidemment, en venant chez Christophe Barbier ce matin sur Radio J, qu'avec cette proposition un peu énorme au sens de Hugo, H-E-N-A-U-R-M-E, il allait faire la journée. Il le sait parfaitement. Mais je vous le dis, ça n'est pas sur ce terrain qu'il faut configurer la lutte contre la France insoumise. Il faut le faire comme nous le faisons nous, par exemple, en essayant de déconstruire l'argumentaire grossier de ces hiérarques qui sont effectivement engagés dans une surenchère de plus en plus préoccupante contre l'État juif. Mais on ne peut pas, encore une fois, légiférer de cette manière-là, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait récemment ? C'était Darmanin, je crois. On a dissous des groupuscules ultra-violents, d'extrême droite. Qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Ultra-violents. Mais voilà, ce ne sont pas des partis qui ont pignon sur rue, on en pense qu'on veut, personne ne nous oblige à voter pour LFI ou à voter pour le Rassemblement National, on en pense qu'on veut, mais ils font partie de la vie publique française et il faut les combattre pied à pied sur le terrain des idées. C'est évidemment ce qu'aurait dû dire Eric Ciotti. Pour moi, ça n'est pas grave, ce qu'il a dit, c'est simplement inopérant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une idée vaine. Voilà, tout simplement. Alexis, les positions semblent se cristalliser à 3 semaines désormais des européennes, d'après notamment l'étude quotidienne IFOP fiduciale pour le Figaro, LCI et Sud Radio. Raphaël Glucksmann remonte à 14% des intentions de vote, se rapprochant toujours de plus en plus de Valérie, la tête de liste de Renaissance et Renew. Je trouve que ce rolling du Figaro est intéressant parce qu'effectivement, il corrobore ce dont nous avions l'intuition. Vous savez, on a quand même souvent de bonnes intuitions dans nos conversations. Surtout non, mais sous votre influence. On assiste peu à peu, Steve,
à une petite cristallisation des intentions de vote. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui hésitent, naturellement. Mais quand même, sondage après sondage, et ce Rolling du Figaro réalisé hier est parlant, on assiste à une petite cristallisation. C'est-à-dire, pour le dire autrement et de manière plus simple, les estimations bougent de moins en moins. Donc vous avez un Raphaël Glucksmann qui est remonté à l'étiage de 14 et qui ne semble plus en bouger. Vous avez une Valérie Ayé qui doit prier tous les saints du calendrier tous les matins pour que ça bouge plus, mais qui est en gros à 17. Donc dans cette perspective, elle sauverait les meubles. Rappelez-vous. Même si c'est un très mauvais résultat. Bien sûr, mais la hantise du président, là, depuis quelques... C'est dépassé par la tête de l'espèce. C'est dépassé par Place Publique, Parti Socialiste. Bon, pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Je dis semble, car ce sont des photographies à l'instant T, mais elles corroborent quand même ces tendances. Et puis, nous avons un Rassemblement national qui est loin devant les droites, au sens large. On va commenter d'ailleurs le détail des résultats. 32,5. Donc il conforte progressivement ses positions. Donc tout ça semble indiquer une cristallisation grandissante des votes avec Est-ce donc... que le débat, Alexis, pardon, je vous en prie. Terminez votre phrase. Je vous en prie. Non, une cristallisation grandissante des votes, aussi bien pour les formations qui seraient classées devant, donc là on va vers ça d'ailleurs, un RN premier, un pôle Renaissance majorité gouvernementale deuxième et très probablement Place Publique en troisième, et puis pour les formations qui auront moins de suffrages, mais qui seront quand même présentes au Parlement européen d'après ce qu'indiquent les tendances des sondages actuels. On peut en dire un mot. Cristallisation, dites-vous Alexis, qu'est-ce qui pourrait faire évoluer encore ces dynamiques? Est-ce que par exemple le débat télévisé très attendu la semaine prochaine entre Gabriel Attal et Jordan Bardella pourrait favoriser la tête de liste Renaissance? Je pense qu'on se dit, là glissons-nous, jouons les macronologues. Le cerveau du président est un cerveau en ébullition permanente, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais là, il est en ébullition sur ces questions. Qu'est-ce qu'ils se disent? À tort ou à raison, mais c'est leur analyse. Ces débats, s'ils ne sont pas ratés, vont nous permettre de grappiller 1 point, 2 points, et alors, évidemment pas d'inverser la tendance avec le RN, mais de conforter notre légère avance face à notre concurrent socialiste, car aujourd'hui il y a un concurrent socialiste. Ayant opposé Valérie Ayé à Jordan Bardella n'avait pas été une franche réussite? Totalement raté. Du point de vue de cette efficacité politique, je veux dire. Totalement raté. Je ne dis pas qu'elle a été nulle, mais elle n'a absolument pas su mener, en quelque sorte, à son avantage la discussion. Et puis elle a tapé trop fort. Il ne faut pas sortir l'arme nucléaire pour rien. Dans un débat, il faut proportionner. Alexis, pour conclure, il nous reste 30 secondes. Vraiment. Bon, alors, donc 30 secondes. Marine Le Pen semble décider à accepter le débat, mais à ses conditions. Or, c'est fin. Enfin, j'allais dire, c'est subtil de leur part. Ils ne veulent pas être enfermés dans une polémique sur l'Europe, sur les feux tricolores, vous savez. La signalisation. Parce que là, elle sait, je vais très vite, que Emmanuel Macron va la taper là-dessus en disant on comprend rien, Madame Le Pen, vous êtes très sympathique, mais vraiment, votre idée de l'Europe est incompréhensible. Et donc, elle veut, en revanche, faire porter le débat sur le bilan d'Emmanuel Macron. C'est évidemment sur son, entre guillemets, passif qu'elle peut espérer l'attaquer et donc marquer de nouveau des points. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Merci à vous. Et qu'on peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. À vendredi. À vendredi.